personnes engagées dans la culture en Tunisie. Je commence par vous, Madame Sana, hein, Azafilali, absolument, mais absolument Azafilali. Vous vous occupez vraiment très engagé dans tout ce qui est initiative littéraire en Tunisie, bibliothèque à ciel ouvert, fête du livre, etc., etc. Vous êtes là aussi une sorte de Dorothée Alano de Tunisie, non pas du tout. Non, je veux dire par là, infatigable. Je connais votre nom, je n'avais pas le plaisir de vous connaître vous-même, ce que je regrette infiniment, et je sens que je vais m'en remettre en vous écoutant maintenant. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Elisabeth Daldoul, qui est directrice d'édition Elisade, c'est une maison d'édition extrêmement connue en Tunisie. Extrêmement connue à la fois par l'abondance de ce qu'elle édite et par la qualité de ce qu'elle édite. Donc, vraiment, là aussi, je n'avais pas le plaisir de vous connaître, mais il paraît que c'est voisin à la Marsa. Alors là, maintenant, je vais le fréquenter encore plus. Encore plus. Donc, oui, car je peux vous dire, je suis un homme, d'accord, mais je vis la plupart du temps en Tunisie. Non, c'est pas vrai, pas la plupart du temps, mais j'y vais 3-4 fois par an, quoi, donc je suis très attaché. Amira Chebi est comédienne, elle est danseuse, et quelle comédienne, et on la voit là, sur cette photo admirable, la photo avec les fils de fer barbelés qui entourent cette robe comme de mariée étrange. C'est la photo est fantasmatique, fantomatique, et j'aime beaucoup filmer Amira parce que je trouve qu'elle a un talent inouï. Et pour moi, c'est très important qu'elle vous raconte ce que c'est qu'être danseuse contemporaine en Tunisie. Très, très, très important. C'est une aventure singulière et qui mérite d'être racontée. Juste à son côté, Anissa Daoud. Anissa Daoud est une comédienne que je trouve magnifique. Magnifique. Et je viens de voir son spectacle, Macbeth tunisien, Ben et Ali, Leïla. C'est formidable. C'est formidable, ça se joue au tarmac. Le tarmac, c'est 159 du Bourguiba. Génial. Oh, pardon. Avenue Gambetta. C'était un théâtre francophone, vous savez. Oui, c'est pour ça. Un mélange de Gambetta et de Bourguiba. Et c'est la troupe de Lotfi Achour qui monte ce spectacle. Et c'est vraiment... moi, j'ai été emballé. D'ailleurs, je fais une propagande inouïe pour ce spectacle et elle va nous raconter ce que c'est. Ah, moi, je salue Valérie Fréland. Mais oui, Valérie Fréland, qui est ancien conseiller culturel à l'ambassade de France en Tunisie, et grand ami des artistes tunisiens qui ont beaucoup apprécié son action à l'ambassade pendant de longues années. Je t'en prie, Valérie. Ensuite, à ma droite, immédiatement, et oui, Sana Tabzouni. Vous êtes ancienne commissaire d'exposition, toujours, et ancienne directrice du Centre national d'art vivant de Tunis. Commissaire nationale, et quand je dis ancienne, ça veut dire qu'un des derniers gestes exquis qu'a eu le ministre de la Culture avant ce changement de gouvernement a été de se séparer de Sana. Et c'est un geste élégant qui marque bien ce qu'était cet ancien gouvernement. Et d'ailleurs, j'ai un truc formidable, vous avez montré ça, c'est des œuvres de femmes tunisiennes, dont elle va vous parler, qui ont été saccagées et qu'elle a réexposées au ministère de la Culture à Tunis comme un geste de rébellion et de courage qui vous honore, qui honore votre action courageuse, libre et indépendante dans un pays qui peut-être en ce moment va mieux. C'est l'impression qu'on a ici. Alors je sais que c'est plus compliqué quand on habite la Tunisie, ce qui n'est pas mon cas traditionnellement, mais quand je vois ce que je vois au JT, dans les journaux, etc., enfin, bon, même des copains qui m'appellent, en fait, ils respirent un peu mieux à cause de cette constitution qui vient d'être votée. Un signe qui ne trompe pas, une intuition politique majeure. François Hollande va en Tunisie le 7 février. Et il va voir de près les forces politiques nouvelles en présence et l'orientation générale de cette constitution qui a abandonné la charia, qui a établi l'égalité entre les hommes et les femmes. Je sens dans votre regard une lourde recommandation, mais en tout cas, vu d'ici, on a cette impression que ça va mieux.
beaucoup le sujet, et je m'en réjouis, et vous êtes sûrement soulagés. Ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle ce débat, femme tunisienne, vecteur de modernité. On m'a dit pas du tout, ou de changement ou de modernité. De changement ou de modernité. Je ne sais pas comment il faut dire. De changement et de modernité. Je ne sais pas. Parce qu'on aime tous les femmes tunisiennes pour des raisons complexes. On a admiré leur courage, et leur civisme, et leur, enfin, je sais pas quoi, leur formidable talent pendant des années et des années. On a vu pendant la Révolution de 2011 à quel point elles étaient présentes, et ô combien présentes, et ô combien ardentes et courageuses pendant toutes ces manifestations, etc., qui ont provoqué la fuite de Ben Ali. On sait tout ça, on sait aussi toutes les attaques qui ont été après celles des islamistes, enfin, par rapport à elle. Donc on connaît tout ça, donc moi je suis fier d'être là avec elle. Alors je voudrais qu'on commence, modernité, changement, comment vous vous situez là-dedans, enfin je ne sais pas, enfin, hein, allez-y. C'est une mutation tout simplement. Femme de mutation, on rajoute un troisième mot, vecteur, modernité, mutation. Je vous écoute, allez-y. Bon, si on parle de développement, ce qui est intéressant avec tout ce qui se passe, le bouleversement social, culturel, économique, c'est qu'il y a toujours un développement favorable, parce que là, on vit, je pense, hein, je suis enthousiaste surtout après la Constitution qui a été votée. J'étais juste après la Révolution très enthousiaste. Après les élections, c'était vraiment constance, mais là, je suis en train de revivre une ère très intéressante parce qu'on a prouvé avec nos différences, si j'ose dire, religieuses, culturelles, etc., qu'on est capable de voter correctement et de dire ce qu'on pensait librement. Et ce qui est intéressant, s'il n'y avait pas beaucoup de violence, même si nous avons vécu 2 assassinats ou 3 assassinats politiques, ça c'est nouveau pour la Tunisie. Mais je suis très contente et fière, parce que finalement, si on va tomber trop bas au gouffre, comme tel que les autres pays du monde arabe... On parle de l'Égypte, par exemple. L'Égypte, la Syrie. Je pense que le peuple tunisien, il est plus... si j'ose dire, plus mûr pour dépasser ces différences. Et la preuve, c'est que nous avons réussi tout de même avec l'extravagance du gouvernement qui est venu avec ce que j'appelle, moi, une nouvelle tendance religieuse qui était étrangère au Tunisie. L'ancien, oui, celui-là qui est parti récemment. Oui, bien sûr. Donc Sana, on va faire circuler la parole. Sana, vous êtes donc, si, pardonnez-moi, je dis ça, je résume, hein, plutôt optimiste, plutôt satisfaite, etc. Est-ce que c'est votre sentiment autour de cette table ou pas, qui veut ou porter la contradiction ou amener un éclairage nouveau? Moi, je Chère voudrais, madame. merci. En fait, en pensant au thème qui est celui de la journée, j'ai essayé de réfléchir sur l'évolution de la femme tunisienne entre le Code du statut personnel, qui a été promulgué en 1957, et la Constitution que nous avons vue en janvier 2014. Alors, parmi les éléments de changement, justement, puisque le thème c'est le changement, et le changement inclut la modernité, mais pas seulement, il y a en fait entre ces 2 dates 3 générations de femmes qui s'intercalent. Les femmes qui avaient 40 ans au moment de la promulgation du Code du statut personnel, celles qui ont eu 40 ans, disons, autour du 3e millénaire, de l'an 2000, et celles qui ont 35 à 40 ans aujourd'hui. Alors, quand on voit ces 3 générations de femmes, il y a beaucoup de changements qui se sont produits. La première génération de femmes a enlevé le voile et a quitté, si je puis dire, la pénombre des demeures pour arriver dans l'espace public. Et c'était un événement majeur. Mais c'est un espace public qu'elles ont investi dans la sphère professionnelle. Essentiellement, on a vu les premières femmes enseignantes, les femmes médecins, les femmes ingénieurs, de manière d'abord timide, puis ensuite de plus en plus affirmée, mais dans leur façon d'être, dans leur manière de réagir, de penser, etc.,
cette première génération est restée profondément traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y avait toujours la dépendance, la relative soumission au père, au mari, au fils, etc. Et donc il n'y a pas eu de véritable changement dans le sens d'un accès à l'autonomie. Quand je compare à la génération qui a maintenant 35 à 40 ans et qui vient de recevoir la Constitution de 2014, je pense qu'il y a un grand changement dans la manière d'investir la sphère publique. Tout le monde sait autour de cette table la densité des femmes aux manifestations depuis la Révolution, leur présence très très grande et très agissante dans la vie associative. Et là, c'est un combat qui est un combat de tous les jours. Donc tout se passe comme si les femmes voulaient à tout prix maintenant investir autrement la sphère publique. Et ce qu'elles réclament dans la sphère publique, curieusement, c'est leur autonomie. C'est la première fois, après la Révolution, que sont portés de façon très publique devant les médias des faits divers tels que les viols, tels que les violences subies par les femmes, etc. Et qu'il y a un sentiment d'indignation à l'égard de ces choses-là. Donc les femmes, de manière peut-être inconsciente ou disons de façon irréfléchie, portent sur la sphère publique les problèmes qu'elles ont dans la vie privée. Et tout se passe comme s'il fallait qu'elles gagnent un combat personnel, d'autonomisation intérieure, mais que ce combat soit gagné au niveau de la sphère publique. C'est ça. Et c'est très important parce qu'il y a Elle parle plus de l'espace privé qu'avant. Elle réclame leur autonomie dans la rue. Et leur autonomie à l'égard de l'homme, qui reste toujours très, si je puis dire, traditionnel dans sa manière de négocier avec la femme, hein, qui reste toujours très... Qui est parfois animé d'une espèce de méfiance, je dirais, hein, une espèce de méfiance un peu bien légitime. Bien légitime. Donc je trouve qu'il y a un changement et une évolution majeure vers l'autonomie et vers une conquête différente de la sphère publique. Très bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, je veux bien réagir. Anissa Daouda. Je suis d'accord en partie avec ce que vous dites, et je pense que ça vient en fait d'une sorte de tradition schizophrénique tunisienne. Et je vais en venir aussi avec le lien avec la Constitution finalement. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons eu un féminisme d'État avec Bourguiba, la promulgation de ce code du statut personnel. Il y avait des militantes bien sûr, mais c'est quand même un homme et qui à un moment donné, de manière unilatérale, a donné un certain nombre de droits et un cadre légal qui a protégé les femmes tunisiennes et leur a permis d'aller vers l'autonomisation, comme vous dites, professionnelle, et une partie d'une autonomisation privée, personnelle, et une conquête d'une partie de la sphère publique. Mais la société, elle, qui n'a pas participé à ce changement-là en termes de débat, en termes de lutte dans la rue, etc., y compris au sein des militants politiques dits progressistes, on va dire, hommes et femmes, ils n'ont pas participé de ce mouvement-là dans le cadre d'un débat public. Ça a produit quelque chose de, en fait, en deux temps. Voilà. Il y avait la loi, qui était tout à fait, à plein d'aspects, en tout cas il y a plein de choses encore à conquérir, mais qui était complètement moderne, qui était sur des standards internationaux, qui était même avant-gardiste par rapport même à certains pays occidentaux. Mais, et puis il y avait la société, qui elle restait extrêmement conservatrice, et avec une vision du féminin très normée, très violente, très codifiée. Avec des disparités régionales, des disparités selon les milieux sociaux, des disparités selon le niveau d'éducation de la femme. Et malgré tout, quand même, un grand gap, un grand fossé entre cette réalité législative et cette réalité sociale. Et ça a perduré. Ça a perduré jusqu'à, on va dire, notre génération, pour parler pour elle et moi, et à cette révolution-là. Et aujourd'hui, on est dans le temps où les femmes, d'ailleurs, quelle que soit leur tendance politique quand même, ont envie d'unir ces deux sphères, en ont marre de ce fossé-là. Et elles le disent très très fort. Sauf que cette constitution, par exemple,
très progressiste, qui établit la parité. Moi, personnellement, j'en ai rien à faire de la parité, ce qui m'intéresse, c'est l'égalité. C'est très important. On pourrait en parler, ça peut être intéressant, peut-être que vous ferez changer d'avis. Mais cette constitution dont tout le monde s'enorgueillit, et ils ont peut-être raison, peut-être que je suis trop pessimiste, du point de vue des acquis des femmes, et qu'en fait, en grande partie, d'acquis qui existaient déjà. Et il y a des petites gâteries dans certains articles très schizophréniques, pour reprendre le terme voilà, que j'ai employé au début. C'est-à-dire que dans le même article, par exemple, on a, pour quitter la question des femmes, mais pour bien vous faire comprendre, on a un article qui consacre la liberté de conscience, et en même temps, dans le même article, qui dit que l'on doit absolument que l'atteinte au sacré est criminalisée. On a un article qui peut être accueilli avec joie. Ça ne veut pas dire que c'est pas tout à fait l'atteinte au sacré, après c'est comment on l'utilise. Voilà. C'est toujours pareil. On a un article qui consacre le droit à la vie, génial, on va peut-être pouvoir abolir la peine de mort, mais on va peut-être attaquer le droit à l'avortement. Donc ce n'est que ça, cette constitution. Et en plus là, c'est avec mes petits neurones et ma petite connaissance pas du tout juridique et pas du tout de constitutionnaliste. Donc je n'ose pas imaginer ce qu'en pensent les spécialistes. Donc ce que ça va faire encore une fois une constitution à deux lectures possibles. Et qu'est-ce que ça produit, ça? Tout comme cette ambiguïté entre le social et le légal sur la question de la liberté des femmes et des libertés individuelles globalement existait déjà, ça laisse la place au fait du prince. C'est-à-dire que selon la conviction, selon la coloration politique, selon le désir, selon la lubie de celui qui nous gouverne, eh ben, nous aurons une société complètement différente et nous aurons des droits différents. Et ça, c'est la chose qui m'effraie le plus. Parce que s'il y a quelque chose dont on ne veut plus dépendre post-14 janvier, c'est bien le fait du prince. Nous voulons des lois, un cadre dans lequel la pluralité de la Tunisie, certes, la diversité, les islamistes, les non-islamistes, les progressistes, les je ne sais pas quoi, les libéralistes, les bourgeois, pourraient s'exprimer, mais en étant sûrs de ne pas, et pourraient trouver des moyens de vivre comme ils l'entendent, en étant sûrs de ne pas être dans l'illégalité ou de ne pas pouvoir être attaquables pour des décisions, des opinions, des décisions de vie. Une opinion un peu différente, mais je vous en prie. Non, pas différente. Elisabeth. Juste pour faire écho à ce que Elissa disait, effectivement, le jour où la Constitution a été votée, donc il y a quelques jours, je crois que le gouvernement a été mis en place, je crois que pour tous, ça a été un soulagement, parce que cette pression voilà, devenait invivable. Mais dans le même temps, et c'est là où je rejoins ce que dit Elissa, enfin, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, c'était en même temps j'ai senti c'est peut-être le seul moment durant ces 3 années qui viennent de s'écouler où le danger, jusqu'à maintenant j'avais l'impression qu'on était en transition, en train de se construire. Et là, depuis quelques jours je me dis le danger est là et l'action doit être maintenant encore plus intense, intensifier nos actions. Les vôtres? Les nôtres, oui. Celles que nous entreprenons, oui. Chacune à nos niveaux. Et parce que là, l'enjeu est de taille. C'est-à-dire qu'on est en train, on a très peu de temps jusqu'aux prochaines élections qui ne seront pas des élections. Qui sont quand? On n'a pas de date encore. On dit en 2014. 8 mois. 8 mois, voilà. Et quelles élections ce sera? Oui. Voilà. Et donc là, vraiment, cette constitution qui a été applaudie, et enfin, oui. Voilà, pour avoir vu dans les médias, notamment les médias français, etc. Oui. Et en même temps, moi, j'avais des frissons dans le dos parce que je me dis, ce que tu dis, qu'elle est ouverte aux 4 vents, c'est-à-dire celui qui en prendra possession en fera ce qu'il voudra. À ce point? Ah oui, je pense que toutes les lectures peuvent... Enfin, on peut basculer dans un chemin vers la démocratie, comme on peut basculer vers une autocratie. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je la ressens. Et donc, vraiment, enfin, il y a quelques jours, je me suis dit, mais là, il faut descendre. Il faut faire, parce que... Descendre dans la rue? Dans la rue, mais il faut aller vers les autres, il y a un vrai travail qu'on a déjà amorcé depuis la Révolution.
voilà, ASA a créé une association dans laquelle on travaille ensemble, et toutes, je crois. Mais voilà, juste pour faire écho à ce que disait Anissa, je ne suis pas très tranquille. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire et il faut bouger. Et là, on entend quelque chose qu'on n'entend pas en France. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Pardon? C'est plus complet. Oui, on entend quelque chose de nouveau. Enfin, évidemment. Et de leur part, c'est ça qui est important. C'est pas du tout ce qu'on entend dans les médias français, même les copains qui ont tellement envie d'être optimistes qu'ils le deviennent aussi. Hein, donc, c'est notre sentimentalisme qui va nous avoir. Oui, peut-être. Et puis il y a l'exemple de l'Égypte qui apparaît comme un truc, un cauchemar aussi. Le repoussoir, le cauchemar, et ça. Amira. Alors, d'abord, oui, moi je pense également que la Constitution, il y a une marge d'interprétation tellement grande et tellement large et en même temps il y a un danger qui est tellement prévisible sur la scène politique qu'on ne peut pas être entre guillemets naïf à croire que allez, on va livrer les gens à leur conscience, on va écrire des textes qui sont complètement contradictoires, on va s'attendre à ce que les gens respectent ces lois telles qu'elles ont été rédigées. Maintenant, quand on parle de changement ou de modernité, moi, je pense que le problème dans tout ça, et là je rejoins Annie, c'est que même dans cet état féministe de Bourguiba, quand on a choisi de donner finalement un statut différent à la femme, je pense qu'aujourd'hui, la femme devrait cesser d'être un instrument, soit de traditionnalisme, soit de modernité. Elle ne doit plus être qu'une image à travers laquelle, c'est-à-dire qu'il y a un acteur souvent invisible qui choisit qu'on va donner cette image de la femme ou cette autre image de la femme. Et à partir de ce moment-là, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que la femme décide finalement de ses actions, de l'image qu'elle veut donner d'elle-même, et pas seulement faire partie de ce jeu là où, comme on a vu dans le monde arabe, moi j'étais impressionnée parce que dès le départ, le plus grand enjeu et le sujet le plus compliqué, le plus chaud à aborder, c'était la femme. Parce que c'est un problème qui représente je pense que c'est un problème qui est dans le cœur de la sophistication de la société arabe aujourd'hui. Toutes les peurs, toutes les menaces, tous les risques et tout le lendemain est posé sur ses épaules tel qu'un poids ingérable, mais on ne lui donne pas cette confiance complète à 100% pour qu'elle agisse et qu'elle fasse part. Il y a quelque chose dans la Constitution qui te fait craindre ça? Parce que oui, ça, on en a beaucoup parlé. Parce que, juste pour dire, par rapport à la parité, moi je me rappelle d'un des premiers débats autour de la parité, c'est que c'est comme si il y a un côté faveur, entre guillemets, dans la parité. Allez, on va vous donner 50%, peu importe si vous êtes compétente ou pas, mais on va mettre 50% de femmes. Moi je pense que si il y a plus que 50% de femmes compétentes, on les met dans leur poste. S'il y a moins, c'est-à-dire le problème reste la compétence. Et que pour moi, en tant que femme, je n'aimerais pas qu'on me donne un poste juste parce que je suis une femme, mais j'aimerais qu'on me donne un poste parce qu'on pense que je serais capable de remplir ma tâche. Espérons. Non mais espérons, mais en France, c'est la parité. Ça ne veut pas dire que c'est génial, mais enfin, en tout cas, c'est une avancée. Oui, oui, bien sûr que c'est très important. Mais si tu mets que des femmes nulles, évidemment. Bon, oui. Mais maintenant, juste pour vous dire, parce que déjà quand on dit que c'est différent de ce qui se dit, il y a une vérité, une réalité par rapport à la scène politique et sociale en Tunisie qui n'est pas couverte à 1000%. Ce qu'on voit, même nous de l'intérieur, hein, ce qu'on voit dans les médias et tout le débat qui existe dans les médias et dans la presse, ça ne représente que très peu de femmes tunisiennes. Il y a une autre image de la femme tunisienne qui est très loin de nous, toutes, mais vraiment très très loin. Et je crains que ça soit la majorité, en termes d'effectifs, je parle en termes de chiffres. Et quand je me rappelle, là on en discutait il y a quelques minutes, quand je vois là où le débat est placé politiquement, par rapport à... C'est anecdotique, certes, mais quand je vois le débat qui a été provoqué suite à quand on a donné le nom du nouveau gouvernement et qu'il y a dans le ministère du Tourisme une jeune femme,
qui a un côté leadership. Je ne sais pas, comme tout le monde, j'attends de voir ses compétences, mais quand on voit où le débat a été placé, c'était que moral, c'était par rapport, c'est-à-dire on a eu droit, même dans la presse de qualité, on a eu droit à des photos en mini-jupe, et je me dis, quand on est en train encore de débattre de ça, je pense qu'il y a un long chemin à faire déjà pour poser les règles. Mais j'avoue que ça, c'est partout. Mais si aussi, quand Cécile Duflot se fait reprendre sa jupe. Oui, non, c'est La vrai. République française devrait avoir honte qu'ils fassent ça. C'est pareil. Et comme la France est un perpétuel exemple pour vous, sachez que de ce côté-là aussi, c'est pas terrible de ce côté-là. Duflot, elle aussi se fait reprendre. Oui. On est d'accord. Mais c'est universel. C'est Il faut universel. poser. Mais on peut dire que ça avance, c'est pas de la régression, ça. Oui, mais juste une dernière phrase. Une dernière phrase, c'est aussi poser le problème de la femme en tant que problème exclusivement arabo-musulman. Moi, je pense qu'on pourra résoudre ce problème une fois on a la capacité et le courage de le placer dans un contexte universel. D'accord. Parce qu'il y a ça, enfin, on va à un moment donné, j'espère, parler de l'exposition qui est quelque part, qui pourrait être placée quelque part dans le débat et à sa place. Mais je pense que c'est l'image aussi, ça passe par ça. Et on a vraiment un chemin à faire. Mais c'est vrai qu'on a lutté d'abord contre cette image de vitrine, excusez-moi. Ce rôle en fait de vitrine qu'on nous a... Mais la culture aussi a ce même rôle de vitrine, d'ailleurs, c'est drôle. Donc, comme on est toutes préoccupées par ces deux thématiques-là, voilà, on relègue souvent le féminin et le culturel ou l'artistique dans un rôle de vitrine du politique et qui va être teinté selon l'idéologie, encore une fois, de la personne qui a besoin, et on va servir après à justifier tout un discours. La problématique des femmes, c'est qu'on doit se battre toujours à deux niveaux. Se battre pour ses idées, quelles que soient ses idées, et se battre après sur la forme avec laquelle on va pouvoir les véhiculer, parce qu'on a toujours d'abord à lutter contre la femme, parce qu'on verra toujours d'abord une femme, donc un être à part. Et cette question du code du statut personnel, quand moi j'ai pas participé, et j'ai été même suscité de l'incompréhension de la part de certaines femmes militantes, j'ai refusé de participer à certaines manifestations qui étaient pour la conservation du code du statut personnel. Parce que mon espoir, c'est de justement pas conserver le code du statut personnel, c'est d'aller au-delà. Je veux pas une loi pour les femmes, je veux une loi pour les Tunisiens dans lesquelles les femmes seraient légales les hommes. C'est pas la même chose. Alors, je voudrais tempérer un peu, disons, les inquiétudes et l'affirmation des contradictions par un certain nombre de points. D'abord, la société tunisienne n'est pas aussi traditionnelle qu'on le croit, peut-être dans les accoutrements, etc., mais il y a un phénomène essentiel qui s'est produit avec Bourguiba, qui est l'alphabétisation de masse. Et les filles sont allées à l'école, et ça a donné une génération de femmes qui avaient appris à lire et à écrire. Même si elles sont au fond des campagnes, etc., et qu'elles vivent dans un cadre de vie intérieure traditionnelle, il y a cet acquis-là qui est tout à fait irréversible. La deuxième chose, c'est vrai que le texte est un peu... Sur un point là-dessus, irréversible, oui, vous dites ça. Oui. Ce matin sur France Inter, j'entendais que 100 000 enfants n'allaient plus à l'école en Tunisie, pour des raisons de pauvreté. Pour des raisons économiques. Oui. Ah, d'accord. Tout à fait. Alors, la deuxième chose, concernant la contradiction des textes, moi je trouve que le texte de la Constitution que nous avons aujourd'hui est quand même témoigne d'avancées indéniables. Et non seulement pour les femmes, je suis d'accord avec vous, pour ce qui est de cette espèce d'exclusive de la femme à qui on accorde les choses, non seulement pour la femme, mais pour l'individu tunisien. La liberté de conscience. La parité, c'est vrai que la parité, il faut bien comprendre que c'est une parité dans les assemblées électrices. C'est-à-dire qu'on va de principe mettre autant de candidats, hommes que femmes. Mais après, c'est bien évidemment la compétence qui fera qu'il y aura 2 femmes pour 8 hommes, etc. Ça, je pense qu'il est important que, vous savez, un texte, c'est important. Un texte, quand il existe, aboutit à une maturation progressive des mentalités de manière pratiquement irrationnelle. À l'insu des êtres, les êtres s'imprègnent des textes. Même si ça peut vous blesser en ayant l'impression que vous avez un cadeau, que vous avez un statut de femme à qui on donne quelque chose, je crois que c'est tout à fait important. Et puis dernière chose, c'est vrai que, comme le disait Elisabeth, et comme vous le disiez, le fait du prince, et puis les contradictions potentielles
qui existent pour certains articles de la Constitution font craindre des dérives. Mais il y a quelque chose d'essentiel qui se passe actuellement chez nous. C'est l'émergence de la société civile. Et c'est une force réelle avec laquelle il faut faire, avec laquelle maintenant on est obligé de compter. Et la société civile est très féminisée. Par conséquent, nous avons des atouts qui sont là et qui, à mon avis, doivent nous rendre optimistes. Ce qui ne veut pas dire que la chose est gagnée, pas du tout, non, pas du tout. Ça va. Moi, je suis un peu allergique par rapport à ce discours que la situation de la femme en Tunisie. Moi, je ne considère même pas, lorsque je regarde ma société, je ne m'intéresse même pas au sexisme, femme ou homme, n'importe. C'est-à-dire que la femme tunisienne, moi, j'ai peur pour l'homme en Tunisie, pas pour la femme. Mais honnêtement, parce que l'homme, le pauvre, il n'a pas de droit par rapport à la femme qui travaille, qui fait tout. C'est l'excellence, c'est la crème de la crème. Et là, je le vois, même pas avant la révolution, c'est pas cette histoire de révolution. Pour moi, elle a changé beaucoup de choses au niveau culturel, par exemple. Si les artistes, ils interviennent dans la rue, il y a une liberté d'expression extraordinaire. Et c'est pour cela que je suis très heureuse. Si nous avons une constitution ou non, c'est déjà un changement radical. Les artistes, et là je parle parce que moi aussi je suis artiste, avant la Révolution, on n'avait même pas le droit de faire des graffitis sur les murs. Maintenant, c'est un espace extraordinaire d'expérimentation. Là, je retourne à la situation de la femme, je déteste ce terme, et c'est la première fois que je fais une exposition féminine parce que j'aime pas le féminisme ou de discuter de la femme, parce que la femme, elle a sa place. Elle a une place extraordinaire. C'est comme la mamma en Italie, c'est-à-dire c'est elle qui englobe le tout. On s'en fout des droits parce que même avec la constitution, avec Bourguiba, il a dit bon, Bourguiba, il a délibéré la femme, il a délibéré l'individu tunisien. C'est la libération culturelle, intellectuelle, etc. Il lui a enlevé le voile, en tout cas. C'est ça. Bon, cette image c'est pas du modernisme aussi, c'est pas qu'on enlève le voile, c'est la mise à l'école. Ça, moi, je parle pas du vestimentaire. Pas d'héritage. C'est pas les conditions traditionnelles. Parce que le voile en Tunisie, notre religion, nous avons une religion musulmane très modérée en Tunisie. Alors là, on n'a pas un problème de vestimentaire. Le réel problème qui est grave maintenant, juste après les élections, c'est cette apparition des fantômes wahhabistes et salafistes. Ça, c'est de l'exportation. Ça, c'est grave. Mais la voile en Tunisie, c'est très beau, c'est sexy, ça appartient, c'est un héritage, il n'existe plus. C'est un héritage méditerranéen, si j'ose dire, parce que nous sommes une terre interculturelle, etc. La femme ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas de parler de la situation de la femme en Tunisie, parce que la femme, elle a tous ses atouts, elle n'attend pas de loi, elle fait tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut sur le terrain, au niveau professionnel. Même, je ne parle pas de la capitale. Moi, je suis de Djerba, ma mère, elle est d'El-Kef, elle est du nord, et je suis née à Kérouan. Et la Tunisie n'est pas grande. Alors, je suis une femme de terrain, je sillonne la Tunisie du sud au nord, je suis enseignante à l'université du design, je me déplace avec mes étudiants, je fais un travail extraordinaire avec une majorité féminine encore une fois. C'est pour cela que j'ai peur pour l'homme. Par exemple, ça fait depuis 2003, j'enseigne à l'école du design, la majorité, c'est 100% des femmes. J'enseigne 25 femmes pendant 2003. Il n'y a pas un homme. Lorsqu'il y a un homme, là, je suis contente. Je dis, finalement, il y a un garçon qui est là. Donc, il nous faut cet équilibre quand même. Et moi, je m'en fous de la femme ou l'homme, s'il y a 3 ministres ou 4 ministres, ce n'est pas un gâteau qu'on doit le partager. Pour moi, l'essentiel, c'est de travailler maintenant. C'est le moment de travailler. C'est d'avoir cette égalité ou non, c'est d'avoir les compétences, même s'il y a une majorité masculine et il y a un travail bien fait, c'est bien. Pourquoi à chaque fois on lance ce faux discours la femme, est-ce qu'elle a des droits, elle n'a pas des droits, je ne sais pas. Par exemple, si je parle des arts visuels, je sais que c'est à la mode et c'est purement commercial et c'est politique.
c'est à chaque fois qu'il y a une révolution, il y a des artistes femmes qui sont choisies, qu'elles sont choisies. Et ces artistes femmes, elles sont choisies parce qu'elles sont majoritaires, parce qu'elles travaillent sur l'apparition, le corps, la voile, etc., ces trucs-là. Et ça se vend bien. Donc, ça n'a rien à voir avec la situation de la femme. Ça se vend bien, tout simplement dans le marché de l'art. Et là, je peux le dire, d'après mon expérience en tant qu'artiste et en tant que directrice de 3 ans au sein de ce ministère de la Culture, que j'avais un problème parce que j'avais que des femmes, que des artistes femmes. Je cherchais des hommes pour ne pas tomber dans le féminisme. Et là, ça c'est Trompe de femmes que j'ai sélectionné avec beaucoup de... J'étais fatiguée à les choisir parce qu'il y avait plein de compétences. Et voilà, donc si on change de discours, je ne sais pas, moi je suis très optimiste, c'est pas que les médias en France, mais je suis fière de cette constitution, parce qu'il nous faut ce papier, ces lois, et il ne faut pas dire que ces lois vont être établies ou non, parce qu'on avait des lois qui n'étaient pas activées. Et il faut changer, c'est ça, c'est pour cela qu'il faut se concentrer. Il y a des gens qui s'en vont pour mais c'est ça, nous avons un papier maintenant. On peut le changer, mais l'essentiel, qu'il y a un développement, qu'on avance. Et là, lorsque je regarde mon Facebook et tout ça, je vois qu'il y a une tâche de pessimisme, et surtout de la part des intellectuels. Et ça me rend folle. Au moins, il y a quelque chose. Vous râlez, parce que vous êtes des intellectuels et parce qu'on ne peut pas avancer. On est une minorité en Tunisie. Là, les élections, c'est les Nardawi qu'ils ont eu. Oui. Enfin, tout le peuple tunisien sont des intellectuels parce qu'ils ont ce que j'appelle... ils ont échappé à cette intellectualité que je pense était trop scientifique. Ils ont de l'espoir. Et c'est ce qui compte. Il y a de l'espoir. Et moi, personnellement, j'ai de l'espoir. Même si avant la Constitution, même si avant ça... Parce que, au niveau artistique, ça bouge énormément. Il y a Valérie qui le sait très bien, il y a Dorothée. Ça a changé complètement et je suis fière de nos artistes et je suis fière de la collaboration internationale. Parce qu'on le veuille ou non, avec la France, nous avons des traditions, nous avons une histoire en commun. Mais le nom de la Tunisie, il a été reconnu qu'à travers la Révolution. Et puis on vendait nos artistes, on vendait des œuvres d'art. Et ça c'est bien, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la politique, à la Révolution. Voilà. Ben merci. Je pense qu'on bouillonne de ce côté de la table. Ça bouillonne sec. Ça bouillonne là. Alors j'ai le choix entre faire chaque une pose violente de ce côté-là, ou modératrice peut-être de ce côté-là, maintenant qu'on a compris que le mot intellectuel était une sorte de mot, un gros mot, quasiment obscène. Moi je suis intellectuelle, mais il faut modérer. Te tacler un peu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la joue radicale socialiste, je lui passe la parole à elle, ou je la joue... Mais non, on n'a pas entendu. On passe au vote? Alors moi, juste ce que je voulais dire, peut-être que vous pouvez... enfin, c'est Elisabeth Dadou qui parle. Non, en vous écoutant, je me dis... Enfin, voilà, ma réflexion me dit, mais elle peut dire tout ça, et elle peut dire qu'elle s'en fiche, parce qu'elle a ces droits-là. Que quand on est dans des pays où on les a pas, on n'est pas... enfin, je veux dire, on ne peut pas parler... Enfin, voilà, se libérer de la même façon, en tout cas se dire, mais nous, de toute façon, voilà. Donc, quand même, ces droits, c'est pas quelque chose de